tous et bienvenue depuis la Corse à Ajaccio. C'est la matinale d'info de Public Sénat en direct d'Ajaccio avec nos partenaires Corse Matin et France 3 via Stella qui nous accueillent dans ses studios. Ce matin, notre invité à quelques heures de la visite du président de la République Emmanuel Macron, c'est Gilles Simeoni. Bonjour, vous êtes le président du conseil exécutif Corse, vous avez 50 ans, vous êtes responsable de près de 5000 fonctionnaires, vous avez un budget d'1 milliard d'euros. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour Cyril, bonjour Roger Antèche, le directeur de la rédaction de Corse Matin, notre partenaire. Bonjour Cyril. Bonjour Roger, merci d'être là. Et Jean Vitus Albertini, qui est rédacteur en chef adjoint, spécialiste de la Corse, bien sûr, à France 3 Corse via Stella. Bonjour. Merci d'être là. Le temps fort de cette journée, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous sommes déplacés de Paris, de nos studios, pour être ici à Ajaccio. C'est l'hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans. Emmanuel Macron sera là dans 2 heures. Que signifie cette cérémonie pour vous, Gilles Simeoni? Elle est bien sûr l'hommage rendu à un homme qui était aussi un grand serviteur de l'État, l'expression de la compassion à l'égard de sa famille, également pour l'État un moment symbolique fort, mais également pour toutes celles et tous ceux qui vont participer à cette cérémonie, mais aussi, comme je l'ai écrit hier, je pense que ces 20 ans, l'espace d'une génération, doivent aussi permettre d'être aujourd'hui dans une logique à la fois d'apaisement et de réconciliation, et ne pas oublier que ce drame, cette affaire terrible, fut aussi l'acmé d'une période de conflit qui a duré près de 50 ans, avec malheureusement des dizaines de morts, des milliers d'attentats, des centaines de personnes en prison, des victimes de part et d'autre. Et donc je crois qu'il faut aujourd'hui s'efforcer de réintégrer dans le champ de la mémoire partagée toute cette histoire collective extrêmement douloureuse pour tourner la page du conflit et s'engager ensemble et résolument sur un chemin qui soit celui de la paix et de la construction. Vous vous exprimez régulièrement, ce matin c'est encore ce matin, vous aviez besoin de poser les choses de cette manière, il fallait préparer cette visite d'une certaine manière en posant les choses, notamment pour les Corses. Oui, je crois qu'il est important de parler et puis aussi d'écrire, parce que les écrits restent, et également contribuer à la prise de conscience qui, je crois, est ce matin générale, de ce que les moments qui nous attendent, les heures qui s'annoncent sont décisifs pour la Corse et pour l'État. Et je crois véritablement qu'il ne faut pas manquer le rendez-vous d'aujourd'hui, mais de ce côté-là, la balle est dans le camp du président de la République. Jean Vitus Albertini. Avec le recul des 20 ans, qu'est-ce que cet assassinat a changé pour la Corse en général, pour le mouvement nationaliste plus particulièrement? Alors d'abord, pour le mouvement nationaliste, je crois qu'il a été aussi un traumatisme, l'assassinat et ses suites. Parce que peut-être qu'on oublie souvent vu du continent, mais derrière, il y a eu une forme de brutalité extrême de l'ensemble de l'appareil d'État, et pas seulement judiciaire, avec des milliers de personnes soupçonnées, des centaines de personnes gardées à vue, certaines qui ont été incarcérées à tort, par exemple, pendant plus de 2 ans, et qui ont dû attendre 20 ans pour avoir un non-lieu. Mais l'acte lui-même a été, bien sûr, par sa brutalité, par le caractère inattendu qu'il a présenté, un véritable traumatisme qui a conduit également le mouvement nationaliste à accélérer, je crois, la réflexion qui était déjà engagée sur la nécessité de sortir d'un certain nombre de logiques et de mécanismes, notamment ceux qui avaient conduit à l'installation d'une clandestinité politique. Et puis, à côté de cela, une prise de conscience aussi de la société corse, à la fois, bien sûr, à l'époque, une émotion très vive et le rejet qui s'était manifesté par des mobilisations importantes, et puis derrière, un travail de fond qui a conduit, à mon avis aussi, la société à évoluer, avec aussi une renaissance importante du mouvement nationaliste qui nous a conduit collectivement aujourd'hui à exercer les responsabilités. On va reprendre cette discussion dans un instant. Donc Gilles Simeoni est l'invité de Territoire d'Info ce matin, la matinale d'info de Public Sénat en direct d'Ajaccio. C'était donc il y a 20 ans, jour pour jour, l'assassinat du préfet Erignac. Un traumatisme pour la société française, mais aussi pour la société corse. Avec cet assassinat le 6 février 1998, s'accélère le basculement, vous le disiez, des nationalistes d'une contestation violente visant l'indépendance à un mouvement autonomiste, puis gestionnaire. Héloïse Grégoire nous rappelle cela pour Public Sénat.
Claude Érignac, préfet de Corse, représentant de l'État, est lâchement assassiné dans les rues d'Ajaccio le 6 février 1998. Le crime est revendiqué 3 jours plus tard par un groupe nationaliste qui demande la souveraineté de l'île de Beauté. Un paroxysme de violence qui délégitime cette mouvance nationaliste. Cet assassinat n'a fait que renforcer les tensions internes et les dissensions sur l'opportunité ou non de recourir à la lutte armée, de sortir de la clandestinité. Donc ça constitue un tournant. Les jours suivant l'assassinat du préfet, des dizaines de milliers d'insulaires expriment leur effroi et leur choc lors des plus grandes manifestations jamais organisées à Ajaccio et Bastia. Face à cette onde de choc, c'est une nouvelle étape pour les nationalistes corses qui déposent les armes et adoptent la voie démocratique. Le recours à la violence qui empêchait toute une frange de la société corse qui pouvait partager un certain nombre de convictions de ces nationalistes sur l'autonomie, sur la reconnaissance de la spécificité de l'île, mais qui ne pouvait pas, au nom de leurs valeurs, aller jusqu'à voter pour un mouvement politique qui n'était pas au clair avec le mouvement clandestin et son rapport avec la lutte armée. À partir du moment où les nationalistes ont tourné cette page, eh bien on a vu l'audience et l'essor de ce mouvement se développer au plan électoral. 2014, Gilles Simeoni devient maire de Bastia, tout un symbole. C'est la première victoire électorale des nationalistes. 2017, le parti triomphe également aux élections territoriales. Le meurtre de Claude Érignac aura été l'élément déclencheur d'une nouvelle phase du nationalisme corse. Roger Antèche, directeur de la rédaction de Corse Matin. Vous parliez de ce moment qui a marqué le début d'une réflexion sur l'abandon de la clandestinité, de la violence politique. Il a tout de même fallu 16 ans pour arriver à l'acte de 2014 de la démilitarisation du FLNC. Vous pensez que 20 ans maintenant, c'est le temps qu'il faudra aussi à l'État pour tourner cette page-là, passer à autre chose dans sa relation avec la Corse? C'est vrai que les mécaniques et les mouvements prennent quelquefois plus de temps qu'on ne le pensait, et puis aussi en sens inverse, des fois les choses s'accélèrent, il y a des moments où l'histoire s'accélère, c'était le cas notamment pour les élections de 2014, 2015, 2017, Bastia, les élections municipales, 2015 la première victoire territoriale, 2017 victoire renouvelée et amplifiée, mais comme je le dis souvent, les victoires électorales n'ont de sens que si elles précèdent ou accompagnent les réussites politiques. Donc de ce côté-là, bien sûr, il nous reste beaucoup à faire. Non, mais il a fallu du temps, bien sûr. C'est un travail de fond qu'il a fallu faire sur nous-mêmes, sur la société corse. Je ne parle même pas du rapport à l'État. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui en Corse est aussi le résultat d'une maturation profonde, d'un processus de convergence au sein de cette société. Le consensus aussi sur l'idée que dans une société insulaire qui était saturée de violence, il fallait s'engager contre toutes les formes de violence, et pas seulement la violence clandestine. Il fallait essayer de trouver des points d'équilibre. Ça a été un effort aussi de la classe politique dans son ensemble, pas seulement des nationalistes, même si les nationalistes ont contribué de façon forte à cette dynamique, mais à gauche, à droite, il y a eu aussi des femmes et des hommes qui se sont engagés dans la société civile. Et donc c'est tout ce travail qui permet aujourd'hui, à mon avis, véritablement d'être dans une dynamique d'espoir, y compris par rapport à l'esprit de responsabilité que nous devons avoir, notamment pour notre jeunesse, dont on sait que, comme toutes les jeunesses du monde, elle est passionnée, quelquefois révoltée. Et donc, parce que, précisément, nous et nos parents avons connu la prison, avons connu les violences, avons connu la chape de plomb de toutes ces années-là, nous ne voulons pas de cela pour nos enfants. Et nous ne voulons pas de cela pour les générations d'aujourd'hui et celles à venir. Et ça nous donne une détermination véritablement à nous engager pour cette logique de démocratie qui est véritablement, à mon avis, l'alpha et l'oméga de ce que nous devons faire. Et c'est aussi peut-être pour cela, je crois, que sur le continent, on commence à avoir un regard, en tout cas je l'espère, qui change et sur la Corse et sur le peuple corse. Une logique de démocratie qui est désormais irrévocable, Gilles Simeoni. Oui, tout à fait. Mais maintenant, la démocratie, c'est un combat. Je veux dire, pour nous, il est clair, et nous l'avons dit, nous l'avons écrit, et il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Mais ceci étant, notre travail, c'est aussi de faire qu'il n'y ait pas d'espace politique
pour d'autres types de démarches. Et pour qu'il n'y ait pas d'espace politique, il faut répondre par la politique, l'économique, le social, le culturel, aux problématiques qui se posent à la société insulaire et qui sont des problématiques également qui ne sont pas des problématiques d'enfermement ou de repli, qui sont connectées à ce qui se passe ailleurs en France, en Europe et dans le monde. Vous souhaitez que l'on ouvre une autre page des relations entre l'État et la Corse. Comment est-ce que vous interprétez dans ce contexte la venue de Jean-Pierre Chevènement qui accompagne le président de la République? Je pense que, comme tous les Corses, j'ai été extrêmement étonné d'apprendre que Jean-Pierre Chevènement serait du voyage d'aujourd'hui, même si le préfet de Corse m'a expliqué qu'il était invité à titre protocolaire, comme beaucoup d'autres. Le problème, c'est que beaucoup dont la présence nous aurait fait plaisir ne sont pas là. Et puis, M. Chevènement... Par exemple, qui ? Non, mais je veux dire, il n'y a pas de contentieux particulier entre la Corse et beaucoup de responsables politiques des années 2000. Mais pardon, juste un mot. Jean-Pierre Chevènement, avec tout le respect que je lui dois et au plan politique et au plan humain, incarne quelqu'un qui a d'abord toujours refusé de façon excessive, à notre sens, et véhémente, la moindre avancée pour la Corse. Et surtout, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans les 20 ans de la commémoration de l'assassinat du préfet Erignac, qui est quelqu'un qui a installé le préfet Bonnet en expliquant, je cite ses propres paroles, qu'il était l'homme qu'il faut là où il faut, un préfet Bonnet qui s'est ensuite commis dans l'affaire des paillotes, une affaire des paillotes qui n'était pas seulement... Oui, donc il avait donné l'ordre, ça a été jugé définitivement, il avait donné l'ordre à des gendarmes d'élite d'incendier un établissement de péage, mais au-delà de cette destruction par incendie, qui montre bien que la violence clandestine n'a pas été le seul apanage des nationalistes en Corse, il y avait en arrière-plan la volonté de manipulation et de faire croire à la victime de cet incendie qu'il avait été l'objet d'une mesure de rétorsion, tout cela pour alimenter une guerre fratricide et faire naître des règlements de compte. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans l'anecdote, et malheureusement Jean-Pierre Chevènement évoque tout cela. Il va être mal accueilli tout à l'heure ? Non, absolument pas. Vous savez, on a trop de respect et pour la démocratie et pour les symboles. Et aujourd'hui, c'est un moment aussi de recueillement, même si... Mais est-ce que c'est un mauvais signal que vous envoie Emmanuel Macron ? Écoutez, lorsqu'on juxtapose la venue de Jean-Pierre Chevènement et la tribune qu'il a écrite hier dans Le Monde, au moment où la Corse tout entière espère et attend une ouverture politique significative, c'est effectivement un très mauvais signal. Maintenant, laissons de côté... C'est un calcul politique de la part du président de la République, selon vous? Non, sincèrement, je ne veux pas le croire. Moi, je continue à penser, à espérer que Emmanuel Macron sera le président de la République, sera l'homme d'État qui, tirant les conséquences qui s'imposent de ce qu'est aujourd'hui la situation politique en Corse, aura la lucidité et le courage politique d'ouvrir un nouveau chemin. Et ce faisant, je crois qu'il défendra aussi et surtout, le concernant, les intérêts de l'État. Alors, le préfet, pour cette cérémonie, vient avec Chevènement. Il y a la veuve du préfet assassiné qui l'accompagne également, qui prendra la parole dans quelques heures. Est-ce que ça ne signifie pas simplement que la page n'est pas encore tournée pour l'État et que finalement, il n'y a pas grand-chose à attendre vis-à-vis des prisonniers, c'est-à-dire ni rapprochement et encore moins amnistie ou libération? Vous n'avez pas une raison? Alors, le moment d'aujourd'hui n'est sans doute pas celui qui est idéalement choisi pour parler de questions qui restent extrêmement douloureuses. Par exemple, la question des prisonniers politiques. Mais ceci étant, ce n'est pas nous qui avons choisi le calendrier. C'est le président de la République qui a choisi de venir en Corse. Peut-être qu'il n'a pas choisi lui non plus, parce que cet anniversaire arrivé là, quelques mois après son élection, quelques mois après la vôtre. C'est vrai que cet anniversaire est le 6 février, mais le président de la République aurait pu choisir de parler avant. Il est élu depuis mai, et c'est lui qui a choisi de faire que, selon ses propres proches, le 6 soit une journée plutôt mémorielle, et le 7 une journée plutôt politique, même si, comme je l'ai écrit hier, on ne peut jamais déconnecter le mémoriel et le symbolique du politique. À mon avis, là où la réflexion et la parole de l'État sont sans doute insuffisantes, c'est dans la capacité que l'on ne peut pas demander, bien sûr, à la famille ou aux proches de la victime, de Claude Erignac, d'avoir. Mais là où la parole et l'action de l'État font, à mon avis, défaut,
c'est dans la mise en perspective de ce drame. On sait bien que les commémorations pour un État et pour un chef d'État sont aussi l'occasion de revisiter comment un fait commémoré se connecte à une réalité. Moi, ce que j'ai dit et ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas oublier, même si le moment est à l'hommage, bien sûr, et au recueillement, on ne peut pas oublier qu'il y a eu des victimes de part et d'autre, qu'il y a eu un conflit politique et que notre responsabilité aujourd'hui, au-delà de la commémoration, notre responsabilité d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, c'est de construire les conditions pour que le conflit disparaisse et pour que la logique d'apaisement prévale. Le programme de ces journées a longtemps été mouvant, incertain, et finalement est venu se greffer, en toute fin de journée, la rencontre d'Emmanuel Macron et du président Talamone et du président Simeoni. Avant la séquence de demain, qui est une séquence plus politique. C'est quand même là aussi peut-être d'abord que ce soit dessiné aussi lentement, mais que ce soit venu tout de même, le signe que demain, on va peut-être parler enfin de politique et de la relation entre l'État et la Corse. Oui, je suis heureux que le président de la République vienne à la collectivité de Corse. Je suis heureux que le président de l'Assemblée de Corse et moi-même puissions le rencontrer et nous entretenir avec lui. J'aurais souhaité, je le dis, qu'un entretien de même nature soit possible avec l'ensemble des présidents de groupe, y compris ceux de l'opposition, parce que ça aurait manifesté le pluralisme de notre institution. Ça n'a pas été voulu par le protocole, je le regrette, dont acte. Mais en ce qui me concerne, j'essaierai de convaincre, dans les quelques dizaines de minutes d'entretien qui me seront accordées avec le président de la République. Uniquement une dizaine de minutes? Il a pas prévu quelques dizaines, j'ai dit. Mais j'essaierai de le convaincre, une fois encore, de la nécessité de se situer à la hauteur des enjeux, y compris en termes de révision constitutionnelle. Très bien, on va y venir. Justement, c'est Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, qui est notre invité en direct d'Ajaccio, de la matinale d'Info de Public Sénat. Il y a un mois et demi, la coalition que vous dirigiez avec Jean-Guy Talamoni, Gilles Simeoni, a gagné les élections territoriales avec plus de 56% des voix. Vos espoirs ont été déçus après avoir rencontré à Paris, parce que monté à Paris après ces élections, le Premier ministre, Édouard Philippe, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Alors de la victoire à la déception, retour sur ces moments forts avec Flora Sauvage de Public Sénat. À tout de suite. C'était le 10 décembre dernier. Les nationalistes corses obtiennent un score historique aux élections territoriales. Avec 56% des voix, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni raflent ainsi 41 des 63 sièges de la nouvelle collectivité territoriale unique. Début janvier, Jacqueline Gouraud, la ministre en charge de la question corse au gouvernement, se rend sur l'île de Beauté. Chargée de déminer la situation, elle affiche un large sourire, mais ne cède rien. Reçus par le Premier ministre à Matignon le 22 janvier, les deux élus nationalistes affirment vouloir instaurer un dialogue avec le gouvernement avant la venue d'Emmanuel Macron sur l'île de Beauté. Nous croyons comprendre qu'à l'occasion de la visite présidentielle en Corse, il y aura une déclaration, un signal qui sera donné à la société corse. Mais il faut également qu'un signal soit donné à travers des faits et pas seulement à travers des mots. Ce que veulent les nationalistes, c'est la création d'un statut de résident, la co-officialité de la langue corse ou encore l'amnistie des prisonniers. Mais au lendemain de leur rencontre avec Édouard Philippe, les deux élus nationalistes corses sont reçus par le président du Sénat. Et là, c'est la douche froide. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni comprennent qu'ils n'obtiendront pas gain de cause. Lorsqu'on met bout à bout ce qui nous a été dit hier par le Premier ministre et les ministres qui l'accompagnaient et ce que vient de nous dire le président du Sénat, on se rend compte que manifestement le compte n'y est pas. Et non seulement il n'y est pas, mais on est en train de nous demander d'aller à l'abattoir et de renoncer à tout ce qui fait le fondement même de notre engagement et le fondement du mandat qui nous a été donné par le suffrage universel. Sous pression, les dirigeants de la collectivité corse espèrent obtenir des réponses de la part d'Emmanuel Macron. Le président de la République est attendu de pied ferme sur l'île de Beauté. Gilles Simeoni, on a l'impression que le dialogue avec l'État était plutôt parti sur de bonnes bases. La rencontre avec Jacqueline Gouraud s'est bien passée et que tout a basculé lors de votre rencontre avec Gérard Larcher. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous n'avons pas changé. Nous étions disponibles pour le dialogue. Nous l'avons réaffirmé à Mme Gouraud à Paris. Et puis nous le disons encore aujourd'hui. Par contre, ce qui a changé, c'est que par restrictions successives, ce qui nous avait été annoncé par Mme Gouraud comme une volonté de dialogue sans tabou ni préalable est finalement devenu, au sortir de nos rencontres avec le Premier ministre, M. Collomb et Mme Gouraud, le premier jour,
et Monsieur le Président du Sénat le deuxième jour est finalement devenue une fin de non-recevoir définitive à toutes nos demandes et revendications telles que validées par le suffrage universel, comme je le disais dans votre reportage. Et donc, en fait, c'était à supposer que nous soyons restés sur ces bases, c'était un dialogue qui était mort avant même que de pouvoir naître. Donc, on se dirigeait allègrement au son des tambours et trompettes républicains vers une impasse et un blocage politique. En sortant du Sénat, vous disiez on veut nous envoyer à l'abattoir. Est-ce que l'expression n'est pas trop forte ? Écoutez, je la maintiens. Il y avait un entonnoir qui nous conduisait forcément à ne pouvoir discuter de rien. Donc ce n'est pas une discussion, je l'ai dit, ça aurait été une capitulation. C'est purement et simplement inenvisageable. Jean-Vitus Albertini. Alors, vous avez eu des contacts avec le gouvernement, le président du Sénat. Tous les retours ont été négatifs en rapport avec vos revendications. Le seul qui ne s'est pas exprimé, c'est le président de la République lui-même. Est-ce que vous avez eu des contacts avec la présidence et est-ce que la tonalité est différente ? Je n'ai pas eu de contact avec la présidence pour l'instant, si ce n'est un coup de téléphone avec le président Macron au lendemain de son élection. Et puis ensuite un bref contact téléphonique, mais il n'y a pas eu de discussion politique de fond. Je voudrais dire également que vous avez à bon droit rappelé ce que sont nos revendications fondamentales. Je voudrais dire que nous savons, et nous l'avons dit à nos interlocuteurs, que certaines d'entre elles, la co-officialité, le statut de résident, la question de l'amnistie, posent des problèmes politiques et ou constitutionnels difficilement surmontables en l'état. Donc nous ne sommes pas dans une logique de tout ou rien. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que l'on nous dise que par principe et de façon préalable, on écarte ces questions du champ du dialogue. Nous disons, nous ne vous demandons pas d'accepter nos demandes, mais ne nous demandez pas de renoncer à ce pourquoi nous avons été mandatés. Et le deuxième point, c'est important, excusez-moi, c'est que c'est normal, on insiste aussi beaucoup sur ces points-là, mais je voudrais vous dire aussi que nous, de façon indissociable et concomitante, nous souhaitons que soient traitées les questions d'ordre économique, social, culturel, la question du développement économique, la question du soutien aux entreprises, la question de la lutte contre la pauvreté, la question des transports, des déchets, tout ce qui fait le quotidien des Corses et tous ceux aussi pourquoi nous avons été élus et des domaines dans lesquels nous voulons réussir vite et réussir vite. Je rappelle que vous êtes à la tête d'un budget d'1 milliard d'euros. 1,3 milliard. Et 5 000 fonctionnaires, c'est ça ? 1,3 milliard, 1 milliard en fonctionnement. Que vous donnez ce matin, à Corse Matin, vous parlez d'un entourage du président, vous parlez de faucon même, qui empêcherait toute avancée. C'est quoi ça se vérifie comment, ce genre d'affirmation ? Qui sont les faucons ? Voilà. Je ne suis pas dans les secrets, je ne suis pas dans le secret des dieux jupitériens, mais ceci étant, aussi bien dans l'entourage du président de la République que de façon générale dans la vie politique française, il y a à l'évidence, par rapport à la question corse, une ligne de clivage importante entre, d'un côté, les faucons, en gros ceux que nous qualifions de conservateurs. On a bien compris. Bien sûr, des gens qui sont en fait farouchement opposés à toute idée de dialogue et d'évolution et qui sont sur des certitudes, des convictions farouchement jacobines. Nous respectons bien sûr ces orientations, mais nous pensons qu'elles sont de nature à conduire à une situation de blocage. Et puis, à côté de ce camp des faucons, il y a aussi des colombes au sens de la volonté partagée de dialogue et de paix, des gens qui sont des décentralisateurs, des réformistes, des gens aussi qui disent « nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que disent nationalistes », et c'est normal, mais il y a aussi une évolution très positive de la situation en Corse. Il y a le suffrage universel qui a parlé, 56%. C'est quand même important en démocratie, et donc aujourd'hui discutons et essayons d'aller le plus loin possible vers un point d'équilibre, et dans ces personnes et personnalités d'ouverture et de dialogue, à gauche et à droite, des voix se sont fait entendre. Je pense bien sûr par exemple à M. Ferrand, M. Durugy, M. Hervé Morin, le président de l'Association des régions de France, et beaucoup d'autres. Et vous avez vu que maintenant que la Corse, à travers la visite présidentielle d'aujourd'hui, est un petit peu sous les feux de l'actualité, il y a beaucoup de femmes et d'hommes politiques nationaux qui se positionnent, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Reste à savoir vers où le plateau va pencher. Et je voudrais dire, certains pourraient dire, mais finalement, il faut trouver un point d'équilibre entre les deux. Il ne faut pas que le point d'équilibre entre ces deux thèses se fasse au détriment de la cohérence et de la clarté et de l'importance des choix. Et je fais confiance, bien sûr, au président de la République, dont on sait qu'il est un homme direct et qui tranche. Aujourd'hui, il faut trancher.
Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui nous sommes face à un choix qui a une portée et qui aura certainement des conséquences, disons le mot parce que la suite le vérifiera, historique. Si on reste dans une logique de blocage ou une logique insuffisante, nous irons inéluctablement, et quelle que soit notre bonne volonté aux uns et aux autres, vers des logiques de crise et de blocage. Et si aujourd'hui le président de la République tire les conséquences de ce qui s'est passé en Corse depuis 20 ans, de ce qui s'est passé en Corse à travers les élections, de ce que dit et attend la société corse dans sa diversité, de ce que sont aussi les besoins d'évolution de l'État. Et c'est vrai que les planètes sont alignées, selon l'expression consacrée, avec un président qui a aujourd'hui été élu pour renouveler profondément les paradigmes de l'action publique, pour repenser la France, pour repenser l'Europe, pour repenser le rapport de la France à ce que sont ses anciennes colonies, à la Méditerranée et donc aussi à la Corse. Je crois que le moment est venu. Vous pensez que Emmanuel Macron est le président de la République qui réglera la question corse? Je l'espère de tout mon cœur. Jules Siméon, vous avez gagné les élections législatives au mois de juin, les élections territoriales en décembre, vous avez rassemblé beaucoup de monde samedi lors de la manifestation. Vous avez finalement épuisé tous les moyens pour convaincre. Si vous n'y arrivez pas, que peut-il se passer? La stratégie du mouvement nationaliste peut être modifiée? C'est vrai que, encore une fois, pour reprendre l'expression consacrée, je crois qu'on a coché toutes les cases, y compris jusqu'à la manifestation de cette semaine, qui a été un grand succès populaire, je le maintiens, et surtout qui a montré... Il y a des contestations là-dessus, oui, beaucoup. Regardons les photos, et je pense qu'elles trancheront les contestations. Ceci étant, ce qui est important, au-delà des analyses chiffrées, c'est que tout le monde sait en Corse, et tout le monde sait à Paris que cette manifestation a été une réussite, et doublement une réussite, d'abord de par l'affluence, la diversité des générations et des personnes qui étaient présentes, et ensuite par le fait qu'elle s'est déroulée de façon très apaisée, sans aucun incident, comme nous le souhaitions, et aussi pour traduire l'état d'esprit collectif des Corses, aujourd'hui, quelle que soit leur conviction, c'est-à-dire un immense espoir et une volonté dynamique. Alors maintenant que nous avons fait ça, et pour répondre très directement, je crois aussi que c'est une question fondamentalement de respect du fait démocratique. Alors le fait démocratique, ce n'est pas la tyrannie de la majorité. Mais par contre, si demain l'État démontre qu'on ne veut pas discuter, alors même que le suffrage universel s'est exprimé, et s'est exprimé dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes dans l'histoire de la Corse contemporaine, ça pose un véritable problème de démocratie. On sera donc non seulement dans une logique de blocage politique, mais de crise démocratique. Pour revenir sur ce que disait Jean-Vitus Albertine à l'instant, est-ce que vous n'avez pas grillé vos cartouches trop tôt? Est-ce que le fait d'en appeler à la rue avant la venue du président Macron, c'était le bon moment? Je pense que oui. Admettons que le président Macron ait parlé et qu'il soit resté sur les positions de blocage total qui avaient été celles du Premier ministre ou du président du Sénat. Vous n'avez pas été entraîné par Jean-Guy Talamoni dans cette affaire? Non, absolument pas. C'est la question. Non, écoutez, moi, je veux dire, je suis président du Conseil exécutif, j'ai conduit la liste, nous travaillons ensemble, nous avons un pacte stratégique qui est fondé sur la démocratie et sur la recherche d'une solution politique. Si le président de la République avait parlé pour figer la situation, on nous aurait dit, mais vous faites des manifestations, pourquoi? Pour faire dégénérer les choses, pour faire revenir le président sur sa parole, vous savez que ce n'est pas possible. Donc le président n'a pas encore parlé, il fallait lui donner tous les éléments d'information pour qu'il puisse se déterminer. Aujourd'hui, il les a, j'espère qu'il se déterminera dans le sens d'une ouverture significative. Toutes les voix ne vont pas dans ce sens-là, vous le savez bien, Gilles Simeoni. Valérie Bozzi, qui est une de vos opposantes, qui a été tête de liste LR aux élections territoriales, vous interpelle sur ce sujet au micro de Quentin Calmet. Elle dit en gros, avant de demander de nouvelles prérogatives, exercez donc celles que vous avez déjà. On l'écoute. Aujourd'hui, on ne sait même pas finalement cette manifestation, quel but elle avait. Le slogan était très large, démocratie, mais finalement la démocratie, elle a été respectée. Ils sont au pouvoir, ils ont la collectivité de Corse à réussir. Qu'ils le fassent et qu'ils ne trouvent pas toujours des prétextes sur le gouvernement qui ne donne pas ce qu'il devait donner. Aujourd'hui, ils ont une région avec des compétences très élargies, qu'ils les assument pleinement. Moi, c'est ce que je leur demanderais d'abord, avant de vouloir obtenir encore plus. D'abord, qu'ils donnent des gages au gouvernement. Je pense que c'est la meilleure façon pour obtenir peut-être d'autres compétences, d'autres avantages. Et puis surtout, qu'ils demandent des moyens financiers supplémentaires à cette nouvelle collectivité pour fonctionner. Je crois que c'était sur ça qu'il fallait axer, à mon sens, la discussion avec le gouvernement et ne pas aller immédiatement à l'affrontement et à la descente
descendre dans la rue. Je crois que c'est pas la meilleure des façons pour discuter. Des arguments qui portent, Gilles Simeoni? Oui, il y a une part de vrai dans ce que dit Valérie Beaud, et nous sommes d'accord. Je pense qu'il faut impérativement, effectivement, donner à la collectivité de Corse, la nouvelle collectivité de Corse que je préside, les moyens de son fonctionnement. C'est un souci constant, c'est une préoccupation de premier rang pour nous, notamment pour les fonctionnaires et agents, les 5000 fonctionnaires et agents qui sont placés sous mon autorité. Nous souhaitons qu'ils puissent exercer leurs fonctions dans des conditions satisfaisantes. Nous souhaitons que la collectivité de Corse soit proche des territoires, qu'elle soit proche des citoyens, qu'elle soit proche des élus locaux, et c'est un chantier immense. Mais, et j'espère faire plaisir au président de la République avant qu'il arrive, je dirais en même temps. Travaillons en même temps à l'exercice des compétences actuelles et essayons de le faire le mieux possible. Et puis parallèlement, réfléchissons à un nouveau statut qui soit un statut d'autonomie. Vous savez, ça fait 50 ans qu'on en parle. Et les statuts successifs, s'ils ont été insuffisants à régler le problème, c'est parce qu'ils étaient en deçà des attentes et surtout des besoins. Et nous disons, travaillons sur 3 ans à un statut d'autonomie. Et travaillons d'abord ici en Corse, entre nous, en associant l'ensemble des forces vives, y compris dans le domaine économique et social, et c'est essentiel, donc les questions concrètes. Discutons avec le gouvernement dans un esprit de confiance qu'il faut aussi construire et renforcer. Et puis, en 3 ans, donnons-nous les moyens d'un nouveau statut qui, celui-ci, c'est ma conviction, permettra de régler de façon définitive au plan institutionnel la question. C'est ce qu'elle vous dit, Valérie Beaud, et que vous disent d'autres, comme Jean-Martin Mondologne et d'autres dans votre opposition, c'est que elle attend de vous, et les Corses attendent de vous, que vous gériez, que vous gouverniez, qu'on se débarrasse enfin de ce débat sur la question institutionnelle. Les changements de statut n'ont pas changé jusqu'à présent la vie, les conditions de vie des Corses. C'est bien là peut-être qu'elle vous interpelle. Non, mais elle a raison. Mais vous savez, la transformation économique et sociale de la société corse, qui est indispensable, la réponse à tous les soucis du quotidien, ne peut pas être dissociable d'une amélioration et du renforcement des institutions. On nous interpelle sur la question du chômage. Et les Corses ont raison. Ils sont, comme tous les Français, comme tous les Européens, préoccupés par ce qui est le quotidien. 27% des jeunes de moins de 25 ans qui sont sans emploi aujourd'hui en Corse. Le taux le plus haut de l'ensemble français. Ça nous interpelle directement et nous disons, mais sans chercher à nous défausser, la Corse, la collectivité de Corse n'a aucune compétence en matière d'emploi. C'est une compétence exclusivement étatique. Donc comment fait-on, par exemple, pour faire converger l'apprentissage? C'est une revendication de toutes les régions. Aujourd'hui, on nous propose une réforme de l'apprentissage qui fait financer et gérer l'apprentissage, non plus par la région, mais par les organismes de collecte. Beaucoup de ces organismes... Il est contre ça. Il est contre, et nous sommes d'accord pour être contre. Les organismes de collecte ici, certains qui sont essentiels, sont sur le continent. C'est plus une stagnation, c'est une régression. C'est-à-dire que la politique d'apprentissage qui concerne nos jeunes serait demain décidée et mise en œuvre en dehors de la Corse. C'est pas possible. Alors, toutes les difficultés, vous pensez bien que je suis peut-être un des mieux placés pour en avoir conscience, puisque je suis président du conseil exécutif, et je sais qu'il faut que nous renforcions notre ressource humaine, que nous mobilisions nos fonctionnaires et agents, que nous modernisions notre administration. Oui, c'est un chantier immense, mais le caractère immense de ce chantier explique aussi notre stratégie politique. Plus de violence, plus de démocratie, fermeté et fidélité à ce qu'est le fil historique de notre engagement. Parce que nous ne voulons pas dévier de ce qui fait que nous avons fait de la politique. Ce qui fait que nous avons fait de la politique, c'est pas seulement la question des déchets ou des transports. Ce qui fait que moi et des milliers d'autres, nous avons choisi de nous engager et de sacrifier nos vies professionnelles, familiales. C'est que nous croyons à la Corse. Et nous croyons en la force de ce peuple et en son droit à la vie. Et aussi, nous croyons en des valeurs que nous partageons avec l'ensemble des démocrates et des républicains. Et puis, à côté de cela, nous devons répondre à des enjeux fondamentaux qui se posent aussi ailleurs. L'éducation, la formation, l'innovation, on va revenir sur toutes ces questions. Nous voulons que la Corse soit en pointe dans tous ces domaines. On va revenir sur toutes les questions, mais la question sur le changement de stratégie du mouvement nationaliste en cas de fermeture des portes. Alors, le changement de stratégie, je vais être très clair. Il ne peut pas y avoir d'autre stratégie qu'une stratégie de la démocratie comme méthode et comme objectif. Par contre, si gagner les élections, y compris avec une majorité absolue, ne suffit pas, si gagner la confiance des gens, y compris ceux qui ne partagent pas nos idées, ne suffit pas, y compris jusqu'à les faire descendre à la rue, on est dans une forme d'impasse. C'est vrai qu'on sera dans une forme d'impasse. Qu'est-ce qui nous restera? Vous avez peur d'être débordé, vous? Mais bien sûr qu'à un moment donné, il y aura des gens, jeunes ou moins jeunes, qui nous diront « Mais depuis des années, vous avez convaincu
vous avez plaidé en faveur des urnes, vous avez dit que vous arriveriez à changer les choses, et vous ne les changez pas. Il y aura, si tel est le cas, forcément des voix de plus en plus nombreuses pour nous le reprocher et pour nous le dire. Et j'allais dire que c'est finalement inéluctable et quelque part normal. Et c'est pour ça que moi et nous voulons faire le pari de la réussite et de la réussite rapide, parce qu'il y a aussi une notion d'urgence. Excusez-moi, je termine. Et nos adversaires aussi en ont conscience. Vous savez, il y a sûrement des gens qui se disent, finalement, n'ouvrons pas les portes. Ils n'ont pas les moyens de faire autrement, puisqu'ils ne veulent pas être dans une logique de violence. Gagner les élections, ils les ont déjà gagnées. Asséchons-les, étouffons-les. Vous pensez qu'il y a une stratégie? Je pense qu'il peut y avoir cette tentation-là. La seule chose dans cette démonstration, c'est qu'elle oublie de dire où ça conduit la Corse, et donc où ça conduit aussi l'État en Corse. Moi, je vous le dis très tranquillement, sans chantage à la violence. Aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie alternative. Il n'y a pas de stratégie de rechange. Les forces politiques qui aujourd'hui combattent les nationalistes n'ont pas la ressource, la vision, le soutien populaire indispensable pour réussir là où nous pouvons réussir, dès lors que nous serons, et c'est pour ça que c'est une stratégie du gagnant-gagnant, nous serons dans une relation de confiance avec l'État et avec la République. Si nous perdons, ça sera aussi l'échec de la démocratie, et ça sera forcément derrière l'échec de l'État et de la République. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est vous le chaos? Pas du tout. C'est pas, je veux dire, je pose pas les termes de l'équation en forme de dramatisation excessive ou de chantage. Mais je dis que lorsqu'on a un pays, une île, qui a été traversée pendant des décennies par des convulsions violentes, qu'on a eu des logiques d'opposition, de conflits qui ont miné la société corse et qui ont miné les rapports entre la Corse et l'ensemble français, et qu'aujourd'hui on a la chance d'être dans une conjoncture favorable, que l'État a la chance, l'État se plaint d'avoir des indépendantistes au pouvoir en Corse, mais c'est aussi une chance pour le dialogue. Qu'est-ce que préférerait l'État? Préférerait avoir des indépendantistes adossés à une logique de clandestinité, des indépendantistes adossés à une logique de surenchère, et avoir la panique. Il y a aujourd'hui des interlocuteurs raisonnables, qualifiés par le suffrage universel, un président de l'Assemblée de Corse et un mouvement Corse Égalité qui est certes minoritaire dans notre coalition, mais qui prend et qui joue toute sa place et qui est irréductiblement dans cette logique de dialogue que nous prenons ensemble. C'est une chance. Saisissons-la. Est-ce que vous avez l'impression, Gilles Simeone, que l'État vous écoutait plus à l'époque où vous étiez minoritaire et vous utilisiez la violence, qu'aujourd'hui vous avez gagné dans les urnes et vous avez déposé les armes? Alors c'est un vous généraliste, parce que moi, j'ai été souvent minoritaire, je n'ai pas utilisé la violence, mais ceci étant, à l'évidence, on regarde les courbes s'inversent. En 1982, 90, 2000 et 2003, donc ça veut dire François Mitterrand, Pierre Joxe, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, on avait un mouvement nationaliste qui était très minoritaire dans les urnes, une partie du mouvement nationaliste qui était adossée à une clandestinité omniprésente, et on avait un État qui discutait non pas avec les élus nationalistes, mais avec des émissaires, souvent en cagoule, dans le maquis, et un État qui donnait beaucoup, avec des statuts particuliers, avec des lois d'amnistie. Il y en a eu deux, alors que la violence ne s'était pas définitivement arrêtée. Et aujourd'hui, qu'on a un mouvement nationaliste réunifié, pas encore totalement, mais nous y travaillons, parce qu'il y a des nationalistes qui actuellement ne sont pas dans la majorité territoriale. Il y a des gens qui vous gênent, oui. Non, ils ne nous gênent pas. Non, ils ne nous gênent pas du tout. C'est un travail politique de faire que la convergence stratégique... Je pense que nous allons nous convaincre les uns et les autres, nous allons nous écouter, nous allons nous respecter comme nous l'avons toujours fait, et forcément je pense que nous allons trouver des points de convergence, et ça sera bien et pour le nationalisme et pour la Corse. Donc aujourd'hui, il y a cette évolution-là, et curieusement, non seulement l'État ne veut plus dialoguer, mais il dit non à tout. Donc aujourd'hui, le fait démocratique, le fait majoritaire, et non à tout, c'est quand même une situation qui est paradoxale. Le hiatus, il tient dans cette incompréhension de cet engagement démocratique qui devrait débloquer la parole de l'État sur les sujets. Vous dites simplement, on nous entendait mieux quand ce pays se faisait entendre aussi par d'autres méthodes que les urnes. Si la situation de blocage actuelle devait perdurer, ça serait la triste leçon que tout le monde devrait tirer, avec des conséquences qui pourraient être effectivement extrêmement fâcheuses. Je vous dis d'ailleurs que la voie démocratique apparaîtrait alors comme une impasse. Elle apparaîtrait comme une impasse parce qu'il serait démontré par l'attitude de l'État qu'elle est une impasse. Un mot sur Charles Pierre, Gilles Simeone, un ancien responsable du FLNC, qui était à la manifestation samedi, qui a donné une grande interview à Corse Matin. Est-ce que vous pensez que ça peut nuire à votre volonté de dialogue et d'apaisement ?
Je ne pense pas que la politique de l'État en Corse se fasse à l'aune de la présence de telle ou telle personne à une manifestation. Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer de ce côté-là. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de dire et de réaffirmer de façon très claire qu'il n'y a pas de lieu de pouvoir ou de décision occulte dans le mouvement nationaliste et particulièrement dans notre majorité territoriale, qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de la démocratie. Qu'en ce qui me concerne, je suis le chef de l'exécutif et j'ai conduit cette liste et je suis le garant aussi d'un certain nombre de choses et de principes par rapport auxquels je me suis engagé devant les Corses. La démocratie, la transparence, l'éthique et ce chemin-là, personne ne m'en fera dévier et personne ne nous en fera dévier. Il y a des faucons chez vous, Gilles Simeoni? Il y a forcément aussi des faucons dans le mouvement nationaliste, bien évidemment. Parmi les revendications des nationalistes, justement, figure la création d'un statut de résident. Ce statut permettrait notamment de réserver l'achat de biens immobiliers ou fonciers à ceux qui habitent l'île, de manière préférentielle, depuis au moins 5 ans. Certains y voient une mesure discriminatoire. Gilles Simeoni, Quentin Calmet pour Public Sénat a regardé ce sujet. On regarde ensemble. Alors ici, on est sur un secteur stratégique de la ville d'Ajaccio. On est sur le quartier d'Aspret, où il y a un programme neuf qui est en train de se construire, qui va compter un peu plus de 200 logements. C'est un programme qui a débuté il y a un peu plus d'1 an et qui sera livré fin 2019. Construire à tout va, c'est l'une des solutions ici pour enrayer la flambée des prix de l'immobilier. Car en Corse, 4 logements sur 10 ne sont pas occupés à l'année, avec dans certaines zones du littoral 80% de logements en résidence secondaire. Sur l'île, les prix sont ainsi tirés vers le haut par des acheteurs venus du continent ou de l'étranger. Ajaccio, ça a été une ville où il y a une très forte tension immobilière, donc, où concrètement la demande était supérieure à l'offre. Et c'est vrai que ces dernières années, ce qui a changé, c'est toutes ces promotions, tous ces immeubles qui ont été construits justement pour répondre à cette demande. Une explosion des programmes neufs qui permet aujourd'hui de limiter la hausse des prix dans certaines zones d'Ajaccio. Mais face à cette situation souvent critique sur l'île de Beauté, depuis 2014, une majorité s'est dessinée à l'Assemblée de Corse pour réclamer un statut de résident. Ainsi, il faudrait avoir vécu au moins 5 ans sur l'île avant de devenir propriétaire. Un sujet compliqué à mettre en œuvre pour cet agent immobilier. Aujourd'hui, le statut de résident est une bonne mesure philosophique, mais qui va se heurter à un problème pratique, c'est-à-dire à une logique d'offre et de demande. On est vraiment aux prémices, je pense que ça va prendre du temps, et je pense que c'est le politique qui va donner le tempo. Et si le politique commence à prendre des décisions qui sont plus concrètes, je pense que oui, la profession immobilière, du bâtiment en général, répondra en conséquence. Marie-Antoinette Santoni Brunelli est conseillère municipale à Ajaccio. Depuis 2014, cette élue de droite suit de très près ce dossier et s'oppose à ce statut de résident, un statut discriminatoire selon elle. Non au statut de résident, mais oui à des solutions. Ce que nous avions défendu à l'époque, c'est peut-être un transfert de fiscalité, notamment la fiscalité des droits de succession, qui permettrait aujourd'hui à la collectivité unique de disposer de moyens financiers pour mettre en place des dispositifs qui faciliteraient l'accès à ce foncier, à ce logement, aux Corses et particulièrement aux jeunes qui sont souvent dans des situations précaires. Un statut de résident totalement impossible à mettre en œuvre pour l'heure, sans une modification majeure de la Constitution française. Jean-Vitus Albertini, j'ai envie de dire, ça va être le moment d'investir en Corse dans le foncier, dans l'immobilier. Effectivement, mais en quoi ce délai de 5 ans pour l'achat de terre ou de résidence est une garantie pour freiner la spéculation? On peut détourner facilement la loi, on peut trouver des prêtants, c'est pas une garantie. Bien sûr, les Italiens disent nata la legge trovato l'ingano, c'est-à-dire à peine la loi est-elle née que déjà certains trouvent déjà le. Non mais le diable se cache dans les détails, c'est bien connu. Bien sûr. Sur le statut de résident. Le statut de résident, c'est une des mesures phares, bien sûr, que nous proposons, et donc elle fait beaucoup parler parce que c'est vrai qu'elle est originale, osons le mot. Ceci étant, vous savez, il y a des pays, y compris des pays de l'Union européenne, ou des pays qui souscrivent aux principes de l'Union européenne, je pense par exemple à la Suisse, qui ont mis en place des politiques très fortes contre les logiques de dépossession et de spéculation. La loi Weber, par exemple, en Suisse, qui a été jugée conforme aux principes communautaires, c'est une loi qui limite, à travers des quotas, les résidences secondaires, par exemple. Donc le statut de résident, on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, il n'existe pas. Donc l'effet pervers de ce discours autour du statut de résidence, c'est que certains qui veulent investir en Corse se disent achetons maintenant parce que peut-être que demain on ne pourra plus le faire, et donc ça contribue encore à tendre un peu plus les prix. Or, ne réfléchissons pas d'abord en partant de la solution, partons du problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en Corse, depuis quelques années, les prix ont été multipliés par 5, par 10, quelquefois par 20, et que cette situation a des effets terribles pour les Corses,
mais j'allais dire pas seulement pour les Corses, c'est pour ça qu'on n'est pas dans une logique de discrimination, pour toutes celles et tous ceux qui vivent ici. Qu'ils soient nés en Corse ou qu'ils ne le soient pas. Donc, le statut de résident, ce n'est pas un statut ethnique. Et de la même façon, le statut de résident tel que nous le préconisons, il n'exclut pas de l'accès ou n'exclurait pas de l'accès à la propriété les Corses de la diaspora ou les gens qui ne sont pas Corses et qui ont un lien fort avec la Corse. C'est la notion de centre d'intérêt matériel et moraux qui existe en droit administratif, notamment dans la fonction publique, qui permet d'avoir accès à un certain nombre d'avantages dès lors qu'on justifie d'une relation forte avec un territoire. Mais ça veut dire quoi? C'est difficile, ça veut dire, par exemple... Non. C'est difficile, c'est pas évident à établir ce genre de relation. Ça existe. C'est pas les nationalistes corses. Il y a des critères qui sont fixés par le Conseil d'État, avoir eu sa résidence, avoir des gens enterrés, etc. Conseil d'État français. Conseil d'État français. Oui, il n'y en a pas en Corse, je vous confirme, pour l'instant. Donc, le problème, c'est celui-là, y compris pour les agriculteurs. Vous connaissez la pression qu'il y a aujourd'hui sur les terres agricoles, parce que, à l'évidence, mais c'est des problèmes que connaissent d'autres territoires. Oui, mais peut-être pas avec, comme je le dis souvent, d'abord, peut-être pas avec la même acuité, parce qu'ici, on est sur un phénomène d'insularité. Alors, justement, vous citez l'île de Ré, c'est intéressant, parce que quand on parlait de l'île de Ré, par exemple, ou quand on parlait d'autres territoires avec Mme Lebranchu, elle nous disait, mais en fait, le statut de résident, c'est intéressant, ça pose des difficultés constitutionnelles, mais il faut qu'on réfléchisse à un statut de résident qui porterait peut-être pas ce nom, et qui serait généralisable et transposable à l'ensemble français, là où il y a des fortes pressions. Et je dis souvent, mais attendez, si on arrive à trouver ensemble, à travers la discussion, des statuts qui peuvent convenir ailleurs, mais tant mieux. Moi, vous savez, quand on discute avec l'Association des régions françaises, on prend l'exemple de la TVA, Hervé Morin, M. Bonneau, etc., donc président, vice-président et nos collègues, l'exemple du transfert de TVA aux régions. Ce sont les nationalistes corses qui l'ont proposé, avant 2015. Et à l'époque, ça paraissait révolutionnaire. Et puis ensuite, M. Valls, qu'on ne peut pas soupçonner, confère ses interventions d'hier, encore de connivence avec nous, il a repris, il a généralisé pour toutes les régions françaises. Donc, on lui posera la question, c'est notre invité. Il faut avancer sur ce statut. Il y a un blocage. Vous lui direz bonjour de notre part. Et j'espère que demain matin, il aura un peu mal à la tête à travers les déclarations du président de la République. Il y a un blocage. Ça sera lui ou nous. Jules Simeoni, peut-être les deux. Il y a un blocage sur ce statut de résident. Il n'est pas du tout évident que le gouvernement soit disposé à le mettre en œuvre. Néanmoins, est-ce que vous avez réfléchi à d'autres solutions par rapport à cette évolution de la spéculation? Est-ce qu'il n'y a pas en matière fiscale d'autres possibilités plutôt que de s'arc-bouter sur un statut qui finalement risque de ne jamais voir le jour? L'État vous dit d'utiliser d'autres outils comme l'office foncier, comme... Ça rejoint la problématique dont on parlait tout à l'heure. Nous, on pose des principes et on défend des solutions parce qu'on pense qu'elles sont les meilleures. Statut de résident pour le foncier, statut de co-officialité pour la langue, amnistie pour les prisonniers politiques. On nous dit c'est pas possible. Nous, ce qu'on dit, on ne dit pas rendez-le possible demain matin. On dit acceptons de le mettre dans le champ du dialogue, discutons là-dessus et discutons à côté. Statut de résident, foncier, si on ne peut pas, mettons en place d'autres outils. Le double marché, par exemple, un droit de préemption renforcé. J'étais maire de Bastia avec Pierre Saville, qui est aux âges du maire. On fait des contrats, des PUP, vous savez, programmes urbains partenariaux, projets urbains partenariaux avec les promoteurs en contrepartie du financement d'un certain nombre d'infrastructures. On réserve des quotas d'appartements aux primo-accédants à des prix préférentiels. Réfléchissons là-dessus. Statut de co-officialité, même chose. On ne peut pas faire la co-officialité aujourd'hui. Généralisons les mesures, faisons avancer pour qu'on puisse parler le Corse, pour qu'on puisse valoriser le Corse, etc. Et question des prisonniers, l'amnistie n'est pas possible. Rapprochez-les, appliquez le droit. Vous dites qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Alors, traitez au moins les Corses qui sont condamnés pour des faits en relation avec la situation de la Corse, comme n'importe quel prisonnier de droit commun, et appliquez-leur de façon loyale le rapprochement à tous, en n'en excluant personne. Mais est-ce que demain plutôt, si à Bastia, Emmanuel Macron vous annonce un calendrier de rapprochement pour ces prisonniers dits politiques, vous serez satisfait sur ce point? S'il y a des engagements clairs qui sont corroborés par la parole présidentielle, bien sûr, à condition que ce soit un calendrier qui soit resserré, adossé au droit avec des engagements clairs et qui n'exclut personne, nous considérons que c'est une avancée importante. Vous parliez, parmi les revendications, celle qui figure aussi, c'est la co-officialité de la langue corse. Vous l'évoquiez il y a un instant, c'est un sujet sensible tout de même que Céline Martel pour LCP a traité. On regarde ensemble, on revient avec vous là-dessus. Gilles Simeoni, notre invité ce matin. À l'université de Corte,
Alain Di Meglio forme les futurs enseignants bilingues français-corse. Cet universitaire milite pour que tous les professeurs de Lille enseignent dans les deux langues. Bien entendu, tout ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain parce qu'il y a des considérations humaines à prendre en compte. On ne peut pas corsophoniser le corps enseignant du jour au lendemain. Donc nous avons des habilitations qui sont données à des adultes qui sont déjà corsophones et le concours de recrutement nous permet d'avoir des professeurs bilingues dès le recrutement. Et pour le rectorat de Corse a ouvert un concours de recrutement des professeurs réservé aux corsophones. Une opportunité pour ces étudiants en sciences de l'éducation, tous originaires de Lille. C'est vraiment un choix, je ne l'ai pas fait parce qu'il y allait avoir plus de postes bilingues ou quoi que ce soit, c'est un choix de la langue, de vouloir transmettre cette langue et de vouloir qu'elle soit de plus en plus parlée. Pour moi, avec mon métier, à petite échelle, j'espère la transmettre. En attendant cette possible généralisation du bilinguisme, le corse reste très peu parlé dans les rues. Un affichage, une revendication, mais plus un moyen de communication. On a beaucoup en Corse de locuteurs passifs, c'est-à-dire de personnes qui ont du corse à l'oreille, qui connaissent la langue corse, qui ne la découvrent pas, si vous voulez, mais qui, pour la parler, ont besoin d'être mis en confiance sur leur propre pratique, de façon à pouvoir s'exprimer librement en locuteur autonome. Pour redonner cette fonction première à la langue corse, Alexandre de Zerbi a créé Pratica Lingua, une association de Bastia qui dispense des cours du soir. Ici, un atelier théâtre en totale immersion. Personnellement, dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui parlent très bien le corse. Donc du coup, il y a toujours cette appréhension de parler corse et de faire des fautes. Au bout d'un an et demi d'existence, cette association compte 250 adhérents réguliers. Son fondateur espère bien être imité dans d'autres villes de l'île. La co-officialité de cette langue corse, Roger Antèche. Oui, alors, on vous rétorque souvent du côté du ministère de l'Éducation, du rectorat, de l'État, qu'on fait déjà beaucoup pour l'enseignement de la langue corse à l'école, hein, à travers des classes bilingues ou à travers un enseignement aménagé. On s'aperçoit quand même que ce n'est pas suffisant pour assurer le maintien dans la société de cette langue-là. Ce qu'on vient de voir, c'est aussi de la nature de l'expérimentation. Ces expériences qui, mises bout à bout, ne font pas une démonstration. Il faut quelque chose de plus massif aujourd'hui, c'est ça votre conviction, c'est ça la co-officialité? Oui, alors plusieurs choses. D'abord, bravo pour tous vos reportages. Vraiment, je trouve qu'ils donnent une image complète. Ça, c'est parce qu'on a vu Bastia sur les images. Notamment les derniers, ça me fait plaisir. J'avais peur que vous n'oubliez Bastia, mais il faut oublier aucun territoire et aucune ville de l'île, ni village. Donc, sur la langue corse, premièrement, la question du statut. Pourquoi nous souhaitons un statut de co-officialité ou un statut d'officialité? Parce qu'il est démontré, y compris par les scientifiques, qu'une langue qui est en situation minorée, ce qui est le cas du corse par rapport au français, ne peut vivre, voire survivre, qu'à travers un statut de langue officielle. Et c'est notamment Claude Agege qui le démontre. Donc nous disons, à partir du moment où nous sommes tous d'accord, et personne ne conteste ce point, sur la nécessité de permettre à la langue corse de vivre et de se développer, si vous voulez qu'elle vive et qu'elle se développe, il faut un statut. Si vous dites, oui, nous sommes d'accord pour qu'elle vive et qu'elle se développe, et que vous êtes contre un statut, il y a une contradiction fondamentale. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on sait qu'aujourd'hui, c'est difficile, y compris au plan constitutionnel. Discutons-en. Voyons si la Constitution peut évoluer. Et puis si on ne peut pas le faire, c'est un peu comme le statut de résident. On ne va pas passer 10 ans à dire, nous, oui, et en face de nous, non. À un moment donné, il faut avancer. Donc avançons de façon pragmatique. Nous, ce qu'on veut, c'est important, c'est par rapport aux objectifs qui sont les nôtres. Nous, on veut que la langue continue d'être un outil de transmission, un outil d'expression naturelle dans tous les actes de la vie personnelle, mais également de la vie publique, sans contrainte, j'y viendrai, et puis aussi par rapport aux objectifs politiques. Alors bien sûr, la langue ne doit pas être un enjeu d'un bras de fer politique, mais c'est aussi, la langue, au-delà de la notion d'identité, un outil de cohésion sociale, un outil d'ouverture et un outil d'intégration. Vous savez, Pratica Lingua, le jeune qu'on a vu, enfin le jeune, comme moi, un peu plus, Lisandre de Zerbi et son équipe. Il y avait un reportage il y a quelques semaines où on voyait un couple de médecins qui venaient d'arriver en Corse, donc continentaux, et qui participaient aux cours de Corse. Et ce couple disait, nous, on vit ici, on est heureux de vivre ici, on a envie d'y rester. Nos enfants, à l'école, apprennent le corse, et on est heureux d'apprendre le corse parce que ça nous fait être partie prenante de ce peuple, de son identité et de la dynamique d'ensemble de la société. C'est exactement l'approche qu'on a. En Corse, il arrive 5000 personnes par an. C'est le solde migratoire le plus important. Des personnes qui, le plus souvent, n'ont aucun lien avec le territoire.
Il n'y a pas de moyen, et de toute façon, il n'y a pas de volonté chez nous d'arrêter cela. C'est comme ça. Alors on peut dire peut-être qu'il faudra essayer de faire rentrer des Corses qui sont de l'extérieur, s'ils en ont envie, c'est une politique qui compte, mais ces gens arrivent. Nous, notre volonté, c'est de faire que la Corse puisse continuer à fabriquer des Corses comme elle l'a fait tout au long de son histoire. C'est une constante. Les gens qui sont arrivés en Corse au fil des siècles, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, ils sont arrivés, ils sont installés, ils ont vu la beauté des lieux, la force d'attraction, ils sont restés. Nous, on veut que ça continue comme ça. Quelle que soit la couleur de peau, l'origine, l'année de naissance. Et ça marche. Si on a fait 56% des voix aux élections, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nationalistes qui nous ont votés. Et c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés en Corse qui nous ont votés. Il y a des gens d'origine continentale, des gens d'origine portugaise, des gens d'origine marocaine qui sont des Corses. Et nous avons envie qu'ils deviennent de plus en plus des Corses qui sont des Corses. Ça passe aussi par la langue. Et on a besoin de cette intégration. Au-delà du statut, c'est surtout une utilité qu'il faut donner à la langue corse et à travers le travail, notamment la langue du pain. Quelle est la politique que peut mettre en œuvre la collectivité territoriale de ce point de vue ? Alors, d'abord, il ne faut pas que la langue soit un enjeu de crispation, il ne faut pas qu'elle soit ressentie comme un facteur d'exclusion. Ça veut dire, et j'en parle souvent, y compris avec les fonctionnaires de la collectivité de Corse, il ne faut pas que le fonctionnaire corse ou pas, qui ne parle pas corse, se sente défavorisé ou en situation justement minorée par rapport à celui qui parle corse. Renversons la perspective. Que l'on accepte et que l'on rende possible, dans le cadre juridique que nous devons respecter, la valorisation de l'apprentissage du corse. C'est-à-dire que la personne qui ne parle pas corse ait un intérêt à l'apprendre, qu'elle soit corse ou pas. Que, par exemple, les instituts, on a ouvert un concours avec la filière bilingue. Il faut que ça soit le cas partout, ou en tout cas chaque fois que possible. Aujourd'hui, si vous faites passer une annonce pour dire maîtrise du corse nécessaire, vous êtes hors la loi. Mais par rapport à une unité sociale, si vous travaillez par exemple dans un établissement pour personnes âgées, où 80% de vos clients ne parlent que corse, c'est normal qu'on vous demande de parler corse. Comment on fait pour que juridiquement ça soit possible ? Pour finir, Gilles Simeone, vous demandez l'inscription de la Corse dans la Constitution pour que toutes vos revendications aboutissent. De quelle manière doit-elle être inscrite, cette Corse, dans la Constitution pour vous ? Alors, selon nous, et y compris à travers une délibération qui a été votée en 2014 par 47 voix sur 52, à l'époque où nous n'étions pas en responsabilité, et également à travers la résolution solennelle qui a été votée vendredi dernier à l'Assemblée de Corse par la majorité territorial nationaliste, et également par Pierre Diong, élu de gauche mais ministre de droite, et puis les 6 élus macronistes. Avec quelques tumultes. Avec quelques tumultes, contestations. Ils l'ont fait, à mon avis, ils ont bien fait de le faire. Et nous allons continuer à travailler ensemble dans ce sens. Il nous faut une reconnaissance, une mention spécifique de la Corse dans la Constitution. Ça existe déjà, il ne s'agit pas de faire une exception corse. Ça existe déjà pour beaucoup de territoires qui sont cités expressément, jusqu'à l'îlot de Clipperton, que les gens connaissent en général moins bien que la Corse. Et puis, à notre avis, il faut que ça passe par l'article 74 de la Constitution, qui est celui qui ouvre le spectre le plus large. Et en tout cas, c'est le sens de la résolution que nous avons votée, ne pas rester dans l'article 72, qui est en fait l'article de droit commun. Un droit commun, on l'a démontré à suffisance, qui ne correspond pas aux intérêts, aux besoins de la Corse. Gilles Simeone, Corse Matin aujourd'hui, c'est ce que la Corse peut attendre du président. Est-ce que vous avez lu, vous, Jean-Dominique Merchet, qui fait des analogies entre Emmanuel Macron et Bonaparte ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelques comparaisons entre les deux hommes ? Écoutez, j'espère que ça sera Austerlitz, pas Waterloo. Dernier point, il y a une forme de douceur dans vos propos. Vous essayez toujours de concilier les choses, même à l'égard de vos adversaires. On a entendu tout à l'heure, quand on vous a parlé de Jean-Pierre Chevènement, que vous ménagiez, y compris dans le langage, la manière dont vous parliez de lui. C'est pourquoi ? C'est pour compenser cette forme de violence qu'il y a eu pendant des années. Vous cherchez toujours à rendre hommage en même temps à l'adversaire, à comprendre qu'il ait ces positions-là. C'est dans votre nature ou c'est un calcul ? J'espère que c'est ma nature. C'est peut-être aussi ma profession d'avocat, qui fait que quand on est avocat, on a l'habitude d'écouter ce que dit l'autre et puis finalement on essaie d'en tirer une forme de synthèse. Et c'est aussi ce que je ressens comme un besoin, effectivement, aussi par rapport aux difficultés qu'a connues la Corse et au chemin de paix et d'espoir que nous essayons de tracer avec beaucoup d'autres, nationalistes et non nationalistes. C'est pas pour atténuer les propos de Jean-Guy Talamon qui de temps en temps sont plus virulents ? Non, vous savez, chacun vit sa vie. Jean-Guy Talamon, il vit sa vie, je vis la mienne, et nous travaillons ensemble au service de la Corse. Et c'est une alliance qui est faite pour durer ? Bien sûr, c'est une alliance qui est faite pour durer, pour s'élargir, pour se consolider et pour également avoir
partenariat stratégique avec d'autres forces non nationalistes. Merci beaucoup Gilles Simeoni d'avoir accepté d'être notre invité de Bon Matin. Vous avez une rude journée. Et merci d'être venu sur le plateau de Territoire d'Info. Demain matin, nous recevons Manuel Valls. On a un message que vous avez exprimé sur le plateau tout à l'heure pour lui. On le fera, on n'y manquera pas. Beaucoup. Merci à nos partenaires. Tout d'abord Roger Antèche qui dirige la rédaction de Corse Matin. Merci infiniment. Je remontre Corse Matin aujourd'hui, ce que la Corse peut attendre du président. Vous devenez aussi partenaire de cette matinale d'info. Merci. Et puis de nous avoir accueillis ici, Laurent Cortel, le directeur de France 3 Via Stella, qui nous accueille dans ce magnifique studio, tout neuf d'ailleurs, hein, et Jean Vitus Albertini, rédacteur en chef adjoint, qui a participé et qui a coordonné avec nous cette matinale d'info. Merci infiniment, messieurs. Merci Gilles Simeoni. Bonne journée à vous. Merci Oriane Mancini. À demain matin à Paris, malheureusement pour nous en tout cas. Au revoir. À la Bourse de Londres, cacao qualité supérieure, 730 francs le kilo. Ça m'énerve parce que ce n'est pas à eux de décider du prix. Si le chocolat est du Togo, alors c'est le chocolat à qui? C'est pour nous. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est de faire du cacao togolais un cacao spécial. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, même si notre avenir est très petit là, on a de l'avenir. Les dessous de la mondialisation, chocolat, le prix de l'indépendance, demain à 23h sur Public Sénat.